Bonjour à tous. Ce nouvel épisode de podcast se fait avec Soliman Alaphilippe. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu mettre la vidéo sur les différentes plateformes de podcast car on a eu un petit problème de son au niveau du logiciel que j'utilise habituellement. On a dû partir du coup sur un autre logiciel. Donc la qualité au niveau audio ne sera pas aussi optimale que les précédents épisodes. J'ai fait le maximum pour que cet épisode soit audible pour tout le monde. J'essaierai de faire des shorts ou des réels avec les bouts de vidéos que j'ai en ma possession. En attendant, profitez de ce nouvel épisode et moi je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans la pause sportive, le podcast qui t'aide à performer et repousser tes limites, aussi bien physiquement que mentalement. Aujourd'hui, je reçois un taekwondoïste, un combattant, un guerrier des tatamis, un jeune homme qui représente la France avec fierté, Soliman Alaphilippe. Pour faire très simple et court au niveau du palmarès, quart de finaliste des JO de Paris 2024, quart de finaliste du championnat du monde 2023, vice-champion d'Europe, senior, champion d'Europe U21, troisième médaille aux Jeux européens et bien d'autres comme médailles. Mais surtout aussi, c'est un athlète lucide, engagé en tant que militaire, qui ne cache pas ses rêves et ses ambitions. Salut Soliman, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'avoir ici aujourd'hui. Comment vas-tu? Déjà, salut à toi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. De rien. Si. Ça va très bien, écoute. Je sors d'entraînement il y a pas très longtemps, donc tout va bien. Ok, mais merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Donc on va commencer par tes débuts dans le taekwondo. Soliman, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le taekwondo? Alors, je découvre le taekwondo parce que j'étais un peu hyperactif quand j'étais enfant. Donc à 4-5 ans, j'étais un peu hyperactif et mes parents, ils ont voulu un peu me faire du sport pour canaliser tout ça. Il y avait un club de taekwondo aux alentours de chez moi qui était déjà un très bon club à l'époque, donc ils m'ont inscrit là-bas et ça m'a plu direct et après j'ai pas lâché, hein. On va dire que c'est une découverte assez classique. J'ai pas d'histoire super originale à raconter sur ça, mais ouais, une découverte assez classique. D'accord, donc tu as commencé le taekwondo très jeune, comme tu me l'as dit, Ouais, euh, bon. à 4 ans. Toi, tu as des souvenirs du coup de tes premiers cours, de exactement qu'est-ce qui t'a fait vraiment accrocher au taekwondo? Ah, franchement, ce qui m'a fait accrocher, franchement, c'est un sport, quand t'es enfant, c'est un sport qui est plaisant à s'entraîner parce que t'apprends à mettre des coups de pied, t'apprends à faire des combats. Donc quand t'es petit, souvent les petits manquent de confiance en soi. C'est un sport qui donne confiance en soi dès le plus jeune âge. Donc franchement, et même c'est un sport plaisant à s'entraîner. Je pense que n'importe quel pratiquant de sport de combat peut exprimer, enfin, il peut le raconter. La sensation de donner des coups de pied, etc., faire des combats, c'est quelque chose d'inexplicable. Donc ouais, dès petit, j'ai aimé ça. D'accord. Ok, super. Et est-ce que tu te souviens de tes premières compétitions, tes premiers souvenirs, même combat touche ou pas combat touche, je sais pas comment ça se passait pour toi, mais est-ce que toi as des souvenirs? Alors, la première compète, c'était en Benjamin, donc je crois à l'âge de 8 ans à peu près, vers ces âges-là. Et non, il y avait déjà les placements, donc on touchait déjà. Hein. J'ai jamais fait de combat sans touche parce que on faisait pas ça au club, mais on a directement fait les combats avec touche Benjamin. C'était les championnats départementaux, donc championnat du 92 des Hauts-de-Seine. Et ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai gagné ma première compète. Et après, pareil, j'ai fait les championnats régionaux d'Île-de-France. J'ai gagné. Et bon, après, championnat de France, j'ai pas gagné, mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai de plutôt bons souvenirs. Ouais, c'était un kiff, hein. Ok, super. Donc, tu as commencé la compétition très tôt, quoi, habitant Ouais, exactement. déjà dessus, ok. Et à quel moment tu t'es dit, bah, je vais en faire ma vie, ma carrière dedans, et vraiment aller plus loin? Je dirais c'est aux alentours de 13 ans quand j'ai commencé à rentrer en cadet. Hmm. Donc là, il y a les touches à la tête qui sont venus. Et j'ai commencé à faire j'ai fait mon premier titre de champion de France en 2016. Donc j'avais 12 ans, 13 ans. Hein. Et j'ai eu ma première sélection en équipe de France au championnat d'Europe. Je fais champion de France et je vais au championnat d'Europe et je me fais éclater en quart de finale. Et vraiment, je me fais éclater par un Russe, il est super fort, bref. Hein. Je me fais éclater. Et c'est là où je me suis dit qu'en vrai, le haut niveau, c'était un autre monde et que, en vrai, j'aime ça. Et que j'allais peut-être, enfin, j'allais sûrement plus m'investir pour réussir parce que ça m'avait donné envie de réussir et de faire partie des meilleurs, quoi. D'accord. Cette défaite, en fait, elle t'a permis
de te révéler en tant que d'athlète en disant ok, c'est là, je vais faire ça maintenant, il faut que je me mette vraiment dedans, quoi. Donc, tu as déjà un beau palmarès pour ton âge. Quel est le moment, toi, où tu as été le plus fier jusqu'ici? Le moment où j'ai été le plus fier, bah franchement, même si c'est pas une médaille, c'est ma qualification aux Jeux Olympiques à Paris. C'est ouais, moi je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est ce dont j'ai été le plus fier parce que elle a été dure à aller chercher et puis ouais non quand même je suis plutôt fier d'être allé au bah déjà d'être allé au jeu. C'est le Hmm. rêve de beaucoup de sportifs. Malheureusement, il n'y a pas eu la médaille derrière pour récompenser tout ça, mais ouais, la qualif elle était dure. Euh, J'étais pas prédestiné à aller aussi jeune aux JO. Hmm. Surtout qu'il y a 2 ans, j'étais dans une autre catégorie, donc ouais, j'ai dû batailler pour y aller et franchement, j'en suis fier, ouais. Ok, super good. Euh, Tu t'entraînes à l'INSEP depuis quelle année, toi? 2000, Je suis rentré en septembre 2021. Ok, dans septembre 2021, donc ça fait 4 ans que tu t'entraînes, 4 ans, ouais. pratiquement 4 ans, enfin un peu moins de 4 ans. Donc c'est un environnement de très haut niveau. Donc bon, pour rappel, pour les auditeurs et auditrices, l'INSEP c'est vraiment la fabrique à champions en France. C'est situé du coup dans le 94 si je me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que pour toi ça change au quotidien depuis que tu arrives à l'INSEP depuis 2021? Mais ça t'apporte, en fait, ça professionnalise, pardon, un peu ton mode de vie. Ça te permet d'avoir une meilleure hygiène de vie, parce que t'as tout sur place, donc t'as pas à courir entre chez toi, ton club, là où tu dors, tes cours. Ils essayent de tout concentrer au même endroit pour que tu sois le mieux. Et après, t'as tout ce qu'il faut. T'as les médecins, t'as les kinés, t'as tout pour récupérer sur place. Donc c'est ça. En gros, pour moi, le gros point positif, c'est ça, c'est que tout soit au même endroit et que tout soit plus facile pour toi et que t'aies juste à penser à t'entraîner. Et aussi le fait qu'on puisse s'entraîner 2 fois par jour. C'est ça qui change beaucoup et ça te permet d'avoir une plus grosse charge d'entraînement pour s'entraîner plus que les autres ou rattraper le retard par rapport aux autres. Hmm. Justement, viens de me dire que tu t'entraînais du coup 2 fois par jour. Euh, Comment ça se passe concrètement une journée à l'INSEP pour Suleiman? Concrètement, ben, je me lève. Moi, j'aime bien dormir. J'aime bien dormir, mais j'essaie de me lever au moins 1 heure avant l'entraînement, surtout quand je sois réveillé. Donc, j'essaie de me lever à 9 heures. Je vais au petit-déj. Hmm. Quand j'ai pas cours ou quoi, donc je peux me permettre de me lever un peu plus tard. Donc, à 9 heures, si j'ai cours, je dois me lever plus tôt forcément. Mais vraiment, la journée typique, quand j'ai pas cours, je me lève à 9 heures. Je vais au petit-déj. Ensuite, on va à l'entraînement. Donc, soit c'est 10 heures, 10h30 ou 11 heures, ça dépend. Mais en gros, on a l'entraînement dans la matinée. 13 heures, on va manger. On rentre dans la chambre. Si j'ai le temps de faire une sieste, j'en fais une. Si j'ai cours ou si j'ai des devoirs à rendre, bah, je fais mes trucs. Mais sinon, on essaie de faire une petite sieste. Et ensuite, à 16 heures ou 17 heures, on repart à l'entraînement pour 1 heure et demie, 2 heures en général. Et ensuite, à 18 heures ou 19 heures, si on a commencé à 17 heures, bah, c'est fini. Après 19 heures, on va récupérer, on va à la balnéo, on fait les bains froids, les bains chauds. Et ensuite, on va manger. Et en général, vers 20 heures, 20h30, et enfin tranquille. Et en plus de ça, faut rajouter des fois quand tu as des séances kiné, quand tu dois aller voir les médecins, etc. Tu rajoutes tout ça dans ton emploi du temps. Donc, ça ressemble une journée type, on va dire. D'accord, donc c'est une journée qui commence de 9 heures jusqu'à 20h, 21h, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc voilà, donc juste pour rappel à tout le monde, c'est quand même une journée 100% entraînement. Il y a des entraînements par jour. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des fois plus d'entraînements que ça ou c'est vraiment généralement 2 entraînements? Pendant les grosses périodes où on charge, en général, on n'est pas à l'INSEP, on va en stage, donc ça nous arrive de nous entraîner 3 fois. Donc, la séance qu'on rajoute, c'est le matin Hmm. à 6 heures, 7 heures, ça dépend. En général, c'est des séances pistes qu'on fait le matin à Hmm. 6 heures, 7 heures. Ou alors une séance très tard dans la soirée, plus vers 21 heures, 21h30, une séance taekwondo beaucoup plus légère. Ça, c'est sur les périodes où je suis en stage. Ou sinon, les périodes où je suis à l'INSEP toute la semaine, des fois, je vais dans mon club le soir. Donc, Hmm. quand j'ai fini l'entraînement à 18h et 19h, je vais dans mon club et je m'entraîne à 20h, 20h30 jusqu'à Hmm. 22h. Donc, je me rajoute une petite séance, enfin, une bonne séance d'1 heure et demie, 2 heures, dans mon club parce qu'il est pas loin, il est à une demi-heure, 30 minutes. En transport, en voiture, ça dépend, mais Hmm. quand je sens que j'ai encore de l'énergie, j'y vais et je trouve c'est important de garder. Enfin, pour moi, personnellement, ça me fait du bien de garder cet équilibre. D'accord. Justement, tu parles d'équilibre. Alors là, vu que tu t'entraînes du coup du lundi au vendredi, c'est ça? C'est ça.
et t'as le week-end pour récupérer, mais tu t'entraînes aussi à côté. Tu, comment tu gères du coup, ta vie à côté? Parce que là, bon, toi, on te voit combattre, etc., mais on se dit pas derrière qu'il y a beaucoup de travail, peut-être des sacrifices. Est-ce que tu arrives à avoir tes amis ou pas du tout? Comment tu arrives à gérer tout ça? Euh... Bah forcément les potes de l'endroit où t'habites, mes amis de on va dire de ma ville, etc. Bah forcément je les vois moins. Des fois quand ils sortent, ils envoient un message dans le groupe. Je leur dis ouais je suis pas là. Des fois ils me demandent même plus parce qu'ils savent que je vais pas être là. Hmm. Quand c'est en semaine, ouais c'est rare que je sois là. Donc j'essaie de les voir le week-end. Après j'ai de la chance d'avoir des amis en équipe de France Hmm. parce que je les connais depuis que je suis tout petit. Donc ça va, j'ai la chance d'en avoir. Donc ces amis-là, je les vois parce que de toute façon, on s'entraîne ensemble. Donc voilà, mais c'est vrai que non, faut faire des sacrifices. Tes potes, on va dire, de ton collège, lycée, ou de ta fac, ou de chez toi, tu les verras pas autant qu'avant si tu rentres dans un pôle, quoi. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci en tout cas pour du coup pour un peu le l'envers de l'INSEP et du haut niveau. On va passer sur la partie préparation mentale si tu le veux bien, Souleymane. Ouais. Donc la performance sportive, bah, elle se joue pas qu'au physique, à la technique et à la tactique. Elle se joue aussi au niveau du mental. Toi, quelle place accordes-tu au mental? Je trouve que c'est un aspect très important, mais moi, personnellement, enfin, vu que maintenant, oui, c'est mon travail, etc., le sport, mais je prends ça avant tout comme un plaisir, parce que j'ai commencé le taekwondo pas pour, euh, pas pour y vivre, j'ai commencé le taekwondo parce que j'aimais ça, donc j'essaye de toujours garder le fait que ça soit un plaisir et d'aimer ça, donc ça enlève, franchement, ça enlève beaucoup de pression que certains peuvent se mettre parce qu'ils font ça avec beaucoup moins de plaisir. Il y en a, malheureusement, dans le sport de haut niveau, ils font ça, ils ont plus de plaisir, ils font ça parce que c'est leur job et ils aiment pas forcément leur sport. Moi, je me rappelle constamment que j'aime ce sport et que ça enlève beaucoup de pression que j'ai. Après, il en reste quand même, hein. Même si je me dis, ah, j'aime ce sport et j'y vais parce que je veux kiffer, mais il reste quand même beaucoup de pression. Donc, j'essaie de le gérer avec plein de manières différentes. Il y a des techniques de préparation mentale. Personnellement, je vois pas de prépa mentale parce que j'ai essayé, ça me convient pas. Hmm. Mais je parle beaucoup avec mon entraîneur de club, Ekvara, Tam Kasumfu. Je sais pas si on pourrait appeler ça de la prépa mentale, mais je parle beaucoup avec lui. Il m'aide beaucoup à gérer la manière, il m'aide beaucoup à gérer l'aspect mental de mes préparations, etc. Il y avait des moments où j'ai enchaîné deux, trois compètes où j'arrivais pas. Et on a parlé, etc. On a essayé de voir ce qui allait pas. Et après, j'ai remonté, j'ai fait des bons résultats. Donc voilà, c'est comme ça que je gère l'aspect mental. Ok, super. Bah, justement, là, tu viens de nous dire que tu avais eu un préparateur mental, mais ça marchait pas, ça n'a pas marché. Tu l'as eu, ou tu l'as eu combien de temps, le préparateur mental? Enfin, c'est pas que ça a pas marché, c'est juste Hmm. que je trouve un préparateur mental, c'est quelqu'un à qui tu dois avoir confiance, Hmm. que tu dois connaître, etc. C'est pas que j'avais pas confiance en la personne, c'est juste que j'ai essayé, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas kiffé, juste, je sais pas, j'avais pas le feeling de continuer. C'était pendant la prépa olympique. Hmm. C'était pendant la prépa olympique. Forcément, c'était la prépa olympique, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai essayé. Peut-être ça m'a apporté, peut-être ça m'a pas apporté, mais je sais que pour l'instant, je le referai pas, donc, Ok. voilà. Ok. Et à côté de ça, il y a aussi parfois des compétiteurs hein, qui vont voir, au-delà des préparateurs mentaux, des psychologues du sport. À l'exemple, Teddy Riner. Est-ce que toi, t'es déjà allé voir un psychologue du sport ou pas du tout? J'en ai déjà vu un parce que quand tu athlète de haut niveau, tu dois faire des bilans médicaux tous les ans. Donc, dans le bilan Hmm. médical, tu as un bilan psychologique. Donc, tous les ans, je vais en voir un parce que c'est dans le bilan, etc. et je dois le faire. Mais j'en ai jamais vu un on va dire, de ma propre volonté pour essayer d'améliorer certains points. Hmm. Peut-être parce que je suis encore jeune et que je veux pas, enfin, et j'ai pas la sagesse de vouloir, le faire, etc. Mais peut-être Hmm. un jour je le ferai, mais pour l'instant, je ressens pas forcément le besoin. Ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, actuellement, on va dire, comme tu me l'as dit, tu vas plus avec Guevara pour le côté psychologique et mental, et ça aujourd'hui, c'est qui t'aide le plus. Donc, d'un côté, si ça marche, c'est super. Euh, du coup, alors, t'as parlé tout à l'heure de technique, peut-être. Est-ce que tu as des pratiques spécifiques qui sont liées au mental, comme la visualisation, la respiration, etc. Est-ce que des choses que tu fais, toi, quand tu prépares une compétition? Ouais. Bah forcément quand la compétition elle approche, je sais pas, on va dire une semaine.
quelques jours avant. De plus en plus, tu penses à la compétition parce que déjà, dans la manière de s'entraîner, quand on prépare les compètes, on essaye d'analyser un peu nos adversaires. Donc, on se visualise, inconsciemment, on visualise le combat, comment il pourrait se passer selon les points forts de l'adversaire. Donc, c'est une technique de préparation mentale, la visualisation. Donc, je m'imagine dans ma tête faire le combat. Des fois, le soir, avant de dormir, je prends 15-20 minutes et je le fais. Je m'imagine contre plusieurs adversaires. Je m'imagine dans des positions où je suis en position forte, où je domine le combat, dans des positions de faiblesse où je suis en galère et je perds. Et ça me permet d'être, entre guillemets, préparé et avoir déjà vécu ce moment, ce sentiment avant la compète. Comme ça, si ça arrive, je suis un peu moins surpris et un peu moins en galère. Donc, c'est des trucs que je fais régulièrement, ouais. D'accord, super. Donc, t'as déjà des choses que tu mets en place pour essayer de performer au maximum. Euh, Toi, tu fais comment du coup pour rester motivé pendant les périodes de réussite, des victoires ou même lorsque tu perds ou des doutes? Comment tu fais pour rester motivé sur l'objectif, tes objectifs à toi? Bah, par exemple, quand tu as un objectif, en général, c'est un gros objectif, on va dire à moyen terme, donc à 6 mois, 1 an. Là, en l'occurrence, moi, cette année, c'est les championnats du monde. Donc, tout ce qui va être entre mon début de saison et les championnats du monde, peu importe que ça aille tout en haut ou tout en bas, ma motivation, elle va rester la même parce que c'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal, il est en fin d'année. Donc, sur les Open qu'on va faire, les stages, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Si ça se passe bien, tant mieux, c'est que je suis bien. Si ça se passe mal, je sais rien, c'est qu'il me reste des trucs à travailler. Donc, ça altère pas forcément ma motivation. Après, c'est vrai Hmm. que si, si tu suis un échec ou une grosse réussite à ton gros objectif, donc en fin d'année, les championnats du monde dans mon cas, faut gérer ça. Si je suis champion du monde, je vais être le plus heureux, donc forcément, je vais continuer. Après, ça peut être traite parce que ça peut te mettre dans une position où tu relâches un peu trop et tu t'entraînes plus aussi dur. Mais la défaite, ça m'a toujours, comment dirais-je, ça m'a toujours surmotivé. Hmm. Pas direct après, mais quelques jours après, une semaine après, 10 jours après, j'ai tout de suite envie de repartir pour, on va dire, repartir au travail pour me venger prendre ma revanche de ce qui vient de se passer. Donc, pour l'instant, j'arrive à garder la motivation et de toute façon, j'aime trop ça. Donc, pour l'instant, ça va. Ok, super, c'est good. Bah, si tu arrives à garder cette motivation et que tu regardes vraiment au long terme, bah, c'est super. Merci en tout cas pour cette réponse. Euh, on va parler un peu du coup d'avant un combat. Est-ce que toi, t'as des rituels, t'as des routines physiques, mentales particulières avant de monter sur le tatami ou même avant, lorsque tu t'échauffes ou pas? Est-ce que t'as des choses que tu fais souvent? Qu'est-ce que je fais souvent? Bah, déjà, la veille, j'essaie de dormir tôt. Je dors tôt avant la compétition. J'essaie de bien manger la veille de compète, etc. Euh, Après, en vrai, le matin de la compète, j'essaie de toujours, enfin, je le fais pas parce que je suis superstitieux ou parce que je le fais parce que je sais que ça marche. Ça Hmm. me met dans les meilleures conditions. Je m'échauffe de la même manière. Je prends mon temps. Je m'échauffe bien en général toujours de la même manière. Je m'étire, je fais ma mobilité, etc. Et mais je suis vraiment pas superstitieux. Je suis pas du genre à croire qu'il faut toujours que je fasse la même chose pour que ça marche. Hmm. Par exemple, si au premier combat j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un truc précis, je suis allé aux toilettes avant mon premier combat et j'ai gagné mon premier combat, je vais pas me dire qu'il faut que j'aille aux toilettes avant chaque combat. Hmm. Franchement, je m'en fiche un petit peu. Tant que je me prépare bien physiquement et mentalement avant mon combat, j'y vais sur l'air de combat. Juste sur l'air de combat, je rentre toujours du pied droit sur l'air de combat. Voilà, je demande à Dieu de m'aider et après, ça je le fais avant chaque combat et après j'y vais. D'accord, super. Donc, quand même, on va dire, comme tu dis, à l'échauffement, une petite routine que tu fais souvent. Et après, côté spirituel, un peu mystique, on va dire, que lorsque tu arrives sur l'air. Ok. Est-ce que donc, la phrase que tu as à dire, c'est demande du coup à Dieu de t'aider. Est-ce que tu as d'autres choses que tu te dis intérieurement? Franchement, pas forcément. Je demande à Dieu de m'aider quand le coach il met mon plastron, je check le coach, je check le kiné, je regarde un peu dans le public s'il y a mes proches ou mon club, je prends la force dans leur regard et après j'y vais et après c'est parti, hein, ça, de toute façon ça part vite donc Ouais. et après j'y vais, je fais mon boulot. Ok. Donc, toi, à ton niveau, tu fais face à des adversaires, bah, forcément de très haut niveau aussi et peut-être parfois imprévisibles. Comment
tu gères du coup l'incertitude pendant un combat parce qu'il peut avoir du coup peut-être le doute ou ce qu'il y a peut-être la peur de perdre, je sais pas, la pression ou tu vas gagner, etc. Comment tu canalises tout ça? Comment tu accueilles tout ça? Mais pour enlever le maximum d'incertitude, on essaie de faire le travail en amont. Donc, se préparer au maximum à ce que l'adversaire sait faire, à ce qu'il sait pas faire, à ses points forts, ses points faibles, pour éviter justement cette incertitude en combat d'arriver au premier round et ni tu sais quoi faire, ni tu sais ce qu'il va faire. Donc, on essaie de préparer ça en amont. Après, il y a toujours de l'incertitude, ça reste un sport de combat, il y a toujours des choses que tu peux pas prévoir. Hmm. Mais j'essaie de rester sur ma stratégie, sur ce que je sais faire. Je sais que si ce que je sais faire, je le fais à 100%, il y a, il y a peu de chances que je me fasse contrer et que je perde. Mais bon, forcément, t'arrives jamais à faire tout à 100%. Donc, Hmm. après, c'est toi et ta capacité à rester à 100% le plus longtemps possible et à gérer ça. Mais c'est comme ça que j'essaie de faire. Donc voilà, le travail en amont, la confiance en soi, c'est ce qui permet de gérer ça. Ok. Là, tu as parlé d'un point qui est pas mal, tu parles de ta capacité à être toujours là à 100%, que tu as un petit tips à nous donner pour avoir cette capacité à être tout le temps à 100%, justement. Un petit tips, franchement, c'est super dur. J'ai mis du temps à le faire. Ouais. Souvent, jeune, enfin, quand je dis jeune, toujours jeune, mais genre, quand j'étais vraiment pas encore adulte, j'avais 17 18 ans, je Hmm. rentrais à peine senior, j'aimais bien faire des combats où ça allait dans tous les sens. Je mettais 20 points, j'en prenais 15. C'était beau, c'était spectaculaire, mais des fois, ça marchait pas, parce que contre un adversaire expérimenté, lui, il fait un combat beaucoup plus simple et du coup, tu perds. Hmm. Et j'ai mis du temps à apprendre à faire ça, donc faire des combats simples, rester focus dans une stratégie qui est pas forcément plaisante à faire, mais qui paye quoi, qui est payante. Donc, Hmm. mon tip, c'est juste de rester concentré, se faire du mal, se dire que t'es là pour gagner. Et Hmm. voilà, hein. C'est pas forcément plaisant, mais c'est le job. Ok. Et justement, par rapport à ça, tu parles de rester concentré et rester lucide. Comment tu arrives à bien réagir lorsque peut-être il peut avoir une décision arbitrale qui est moyenne ou tu perds un round de peu. Comment tu fais pour te remettre dedans? Ce que j'essaie de faire, enfin déjà pour les arbitres, ça c'est dur, mais il faut tout de suite oublier ce qui vient de se passer. Parce que je me dis à chaque fois il faut que j'essaye de pas me mettre l'arbitre à dos. Donc même s'il fait une erreur, faut que je fasse en sorte de pas lui montrer que ça m'agace, sinon il va encore plus prendre la haine sur moi, ne pas m'apprécier et il va être plus enclin à me mettre des avertissements, me Hmm. mettre dans des mauvaises positions. Donc s'il fait une erreur, je fais comme si, enfin, je calcule même pas quoi. Je calcule Hmm. même pas, je reste dans mon combat parce que de un, il va moins m'aimer après, donc il va me mettre en galère. Et de deux, moi, ça me sort de mon combat. Pendant 3 4 secondes, je suis plus concentré sur mon combat, donc je suis concentré sur lui. Le temps que je revienne, que je me reconcentre sur le combat, il est déjà reparti et j'ai déjà perdu des secondes, donc Hmm. j'essaye de me concentrer sur ça. Après, dans le cas où je perds un round très juste ou que je prends un point et que faut se remettre tout de suite dedans, enfin, j'ai un type, non, mais à chaque fois, je me dis le truc de tout ce qui s'est passé, tout ce qui vient de se passer, c'est déjà passé, c'est déjà dans le passé. Dès qu'il se passe un truc, que ça soit bien ou mauvais, ça appartient au passé. J'essaie d'oublier instantanément et de recommencer. Hmm. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si, par exemple, en 5 secondes, je mène 5-0, j'oublie direct et je repars comme s'il y avait 0-0. De la même manière, si je perds 5-0, j'oublie tout de suite dès que ça vient de se passer et je repars comme s'il y avait 0-0. D'accord. C'est- J'essaie de gérer ça comme ça et c'est une bonne manière de gérer parce que ça permet de mettre tes émotions de côté. D'accord. C'est vraiment, ça, c'est très intéressant ce que tu nous dis. C'est vraiment être du coup oublier ce qui s'est passé dans le passé, même si c'était un passé court, et vraiment être dans l'instant présent parce que j'ai déjà vu des combattants, peu importe la discipline, mais aussi au taekwondo. Au taekwondo, lorsqu'il y a une décision, on va dire, arbitrale qui ne va pas dans le sens d'un combattant, il peut rapidement sortir du combat, Ouais. penser qu'à ça, et finalement, après, il perd ses moyens, il se fait acculer par ses émotions. Ou alors, même il perd dans les dernières secondes d'un round, il va rester sur cette faute-là, et du coup, prochain round, alors qu'il peut le gagner, hein, il y a un partout, il est pas là, il perd. Ok. Donc vraiment rester dans l'instant présent. Ouais, c'est ça, c'est important. Euh, et toi,
comment tu fais du coup pour récupérer mentalement après une grosse désillusion? Par exemple, on peut parler des JO de Paris 2024 ou alors les championnats du monde où tu as été quart de finaliste, de toute façon les deux, tu étais à ça de pouvoir faire une Mhm. médaille. Comment tu fais mentalement pour revenir, pour sortir de ça? Mentalement, c'est dur. T'as deux options. Soit tu t'effondres, soit tu te dis, ah, je suis passé à un point de la médaille, blablabla. Enfin, dans le cas des championnats du monde, au jeu, je suis passé à un point de la demi-finale, mais bon, en demi-finale, t'es pas encore médaillé, mais bon, ça, c'est juste pour éclaircir ça. Mais tu te dis, ouais, je suis passé à un point de la demi-finale de la médaille. Soit tu t'effondres et, et après, c'est fini. Ou soit tu vois le côté positif, tu te dis que, sur le papier, t'as le niveau pour être dans le dernier carré mondial ou olympique. Et après, il faut que tu te serves de ça. En fait, il faut que tu essayes de rassembler le maximum de choses positives pour te remettre dans le truc. Tu sais que t'étais à rien d'un quart de, enfin, t'étais à rien d'une demi ou d'une médaille. Et il faut que tu dises, OK, je sais que j'ai le niveau, mais il a manqué quelque chose. Ce quelque chose-là, faut le travailler, en fait. Et oui, tu vas être triste, tu vas être déçu, ça va être dur pendant quelques temps, donc dépendamment de la compète, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois. Mais il faut que tu essayes de rassembler le maximum de choses positives, pardon, pour te remonter le moral, entre guillemets, et pour te remettre dedans et repartir le plus vite possible. Après, des fois, c'est important de prendre une petite pause, mais pour ensuite, quand tu décides de repartir à fond et pas être encore sur les regrets de la compétition passée. D'accord. Super, super ce que tu viens de nous dire. C'est vraiment faire une petite pause, mais après revenir, soit tu t'effondres ou soit tu reviens. Ok, super. Ben là, du coup, j'aimerais bien qu'on passe sur le côté JO de Paris Ouais, 2024 et aussi tes ambitions. Bon, on en a parlé ensemble la semaine dernière, parce que, pour rappel, Soleiman était présent à Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles, pour un stage de Taekwondo Performance Camp, et on en a parlé avec lui et Gaëtan. Donc, tu as représenté la France aux Jeux Olympiques de Paris, c'est ça. en août-juillet dernier. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience au niveau humain et sportif? Ce que je retiens, bah déjà, c'est une expérience de ouf. Euh, c'est une expérience de ouf. Au niveau de taekwondo, c'était pas la compétition la plus dure parce qu'on est que 16. Sur un championnat du monde, dans ma catégorie, on est 80. Donc, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est dur. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'enjeu, c'est ce que ça représente, c'est la compétition d'une vie. Peut-être je referai jamais les JO, on sait pas. Mais en tout cas, des JO à Paris, c'est la compétition d'une vie. Tout ce qu'il y a autour, tout l'engouement médiatique qu'il y a au niveau français, au niveau mondial, euh, tout le monde regarde les JO. Typiquement, un exemple, quand je suis rentré dans le Grand Palais, quand j'ai combattu, habituellement, je reste super concentré, mais là, j'ai vu la tête, j'ai vu les tribunes. Les tribunes, elles montaient jusqu'au plafond. Tu vois 10 000 personnes crier ton nom. En plus, moi, j'étais français, donc je voyais 10 000 personnes crier mon nom qui me connaissaient même pas. C'était voilà, c'est ça. En fait, c'est tout le truc qu'il y a autour qui est dur à gérer, qui est dur à gérer pardon d'un côté, mais qui est super présent d'un autre. Franchement, ok, pendant 5-10 secondes, j'étais plus concentré sur le combat juste avant mon combat, mais c'était un kiff, c'était un régal. Je voyais tout le monde crier mon nom. On aurait dit, je rentrais, tu sais, les entrées UFC là que tu fais. Ouais, On je faire sais. les tours McGregor pendant ce temps-là. Non, franchement, c'était un kiff. Après, sur le côté humain, tu rencontres des gens du monde entier qui ont le même rêve que toi. Donc, tu vois que, en fait, t'as des centaines et des centaines d'athlètes qui font la même chose que toi, mais dans le monde entier. Avec des niveaux de vie différents. Donc, tu vois les pays qui ont plus de difficultés à réussir malgré leurs difficultés. Tu vois les pays qui ont plus de facilité que nous réussir aussi. Tu vois plein de choses et franchement, ça t'ouvre les yeux sur le monde, etc. Voilà, franchement, les JO, ça te permet de prendre en maturité surtout sur l'aspect humain, social, sportif. C'est une expérience de ouf. D'ailleurs, ça, c'est très bien ce que tu dis parce que lorsque tu es rentré lors des combats, moi j'étais présent et avec aussi d'autres collègues et Gaëtan d'ailleurs, on voyait que tu étais content d'être là. Tu avais un grand Ouais. smile. Et c'est vrai qu'au taekwondo, bon, généralement, alors, il y a beaucoup de disciplines où c'est ça en fait. Généralement, quand tu vas à une compétition, il y a juste les entraîneurs, tes parents. Donc en fait, les tribunes sont vides. Et là, c'était rempli. Donc forcément, peut-être un peu plus de pression, je sais pas, mais en tout cas, ça se voit que tu étais content d'être là. Sur les deux combats, tu étais content d'être là. Et Ouais, non, ouais. franchement, ouais, non, il y avait la pression, mais comme t'as dit, ouais, non, j'avais le smile. Quand tu vois autant de personnes, tu peux pas être déçu. Tu vois que, comme t'as dit, nous, au taekwondo, les seuls spectateurs qu'il y a, c'est la famille, les clubs, et en fait, c'est les gens du monde du taekwondo. Donc, ouais, non, franchement, moi, personnellement, j'ai pris ça avec beaucoup de plaisir.
Enfin, j'avais pas de pression de la part du public. C'était que un plus. C'est comme au foot, on dit le 12e homme. Ben là, il y avait un, je sais pas, on va dire un demi-homme en plus, mais ouais, il y avait de la force en plus. C'était incroyable. À chaque coup de pied, t'entendais le bruit de la salle. J'entendais quasiment pas mon coach. Alors, mes parents et mon club, je les ai cherchés du regard pour les trouver dans les tribunes. Mm. Mais alors, et pourtant, ils ont l'habitude de crier fort, hein. On est connu pour crier fort notre club, mais je les entendais vraiment à peine, à peine. Et ouais, non, franchement, ça donnait de la force en plus. Mm. Est-ce que peux nous parler un peu du coup là du village olympique? Comment ça se passe là? Parce que c'était avec plusieurs buildings, avec toutes les nations. Comment ça se passait l'ambiance à l'intérieur pour se concentrer, pas se déconcentrer? Raconte-nous un peu. Le village, bah, ouais, franchement, c'est une mini-ville. Sauf si vous preniez, je sais pas, un quartier d'une ville et que vous le fermiez. Mm. Et voilà, ça, c'est un village olympique. Il y a des bâtiments les bâtiments, ils sont aux couleurs de tous les pays. Donc, tu as des drapeaux de 20-30 mètres qui partent du toit jusqu'au sol. Tout est décoré, c'est magnifique. T'as des panneaux partout. Enfin, je sais pas si c'est comme ça dans tous les JO, parce que j'en ai fait qu'un dans tous les Jeux Olympiques, Mm. mais en tout cas, à Paris, il y avait des espèces de kiosques, de cafés en bas à chaque coin de rue. T'en avais de partout, avec des cafés à manger pour prendre les collations, les goûters et tout, gratuit, parce que ouais, là-bas, tout est gratuit. Il y avait des frigos, on avait un badge, tu prenais des Powerade, de l'eau, du Coca à volonté. La cantine, t'avais de la nourriture du monde entier. Et tu pouvais aller goûter des plats du monde entier. Il y avait les athlètes du monde entier. Il y avait des espaces où on pouvait se détendre. Donc, il y avait des jeux, des activités, euh, des petits jeux où il y avait des trucs à gagner. Et tout ça, en fait, tu le faisais avec les autres athlètes des autres pays, mais même pas de ton sport. Des autres Mm. sports, tu les connais même pas. Tu sais même pas qui c'est. Et franchement, c'était plutôt cool. Après, des fois, c'était un peu dur à gérer parce que quand les gens ils gagnent, ils sont Mm. super heureux, donc ils sont dans le village, ils font la fête. Des fois même jusqu'à 1h, 2h du matin, tu les entends, ils sont dans les rues, dans les bâtiments, ils sont contents, machin, etc. Donc toi, tant que t'as pas fait ta compète, t'es obligé de rester concentré. Donc Mm. taekwondo, on est passé en fin de JO, on était vraiment les 4-5 derniers jours des Jeux Olympiques. Donc des fois, fallait dire aux gens, ouais, en gros, taisez-vous, là, je combat demain, genre en mode, laissez-moi tranquille. Ouais. Donc c'était bien d'un côté, fallait profiter, mais fallait pas trop rester déconcentré, Mm. déconcentré. C'est vrai que cette particularité du taekwondo aux Jeux Olympiques, on est toujours les derniers. Ça Ouais. j'ai remarqué à chaque fois. Et encore là, on était dernier, mais pas vraiment les derniers parce que les précédents, vraiment, c'était vraiment les 2 derniers jours. Donc en gros, tu dois être concentré du début jusqu'à la fin, alors qu'il y en a qui ont terminé depuis longtemps, ils font la fête, ils font du bruit. Et c'est vrai que tu peux pas vraiment profiter. Ok. Et du coup, ben, raconte-nous un peu les cérémonies, l'ouverture et la fermeture. Comment ça s'est passé pour toi? C'était incroyable, surtout la cérémonie d'ouverture, parce que ben, personne n'a combattu encore quasiment. C'était vraiment un jour ou deux du début. Il y avait quelques épreuves qui avaient déjà commencé, mais c'était des épreuves collectives. Mais en gros, il y avait quasiment tout le monde. C'était sur la scène. On avait le plus gros bateau de toutes les délégations. On partait en dernier. Au début, c'était long, mais dès que le processus, pardon, il s'est lancé, pendant, on a passé 2 heures à chanter. On chantait la Marseillaise, on chantait des chants. Euh, à chaque fois qu'on passait sous un pont, et des ponts, il y en a sur la scène. À chaque fois qu'on passait sous un pont, on tapait sur le bateau, on criait, donc ça faisait une ambiance de folie. En plus, il pleuvait. Les organisateurs, ils avaient peur de ça. Nous, franchement, on a kiffé. On se croyait dans un film. Il y avait le coucher de soleil, la nuit, la pluie, la lumière de la Tour Eiffel. Franchement, c'était féerique. Enfin, franchement, c'était magique. Et à la cérémonie de fermeture, du coup, Stade de France? Cérémonie de fermeture, j'ai kiffé aussi. C'était un peu moins bien parce que bon, il y avait beaucoup d'animations que bon, personnellement, j'ai pas kiffé. Beaucoup de danse, etc. C'était un peu moins bien. Mais franchement, le début, j'ai kiffé aussi. Tu rentres dans le Stade de France et en fait, enfin, t'es comme un joueur de foot. T'es tout en bas sur la pelouse. On a fait un grand Mm. tour de stade, etc. Et tu vois, et le stade, il était vraiment plein. Il y avait, je sais pas ce qu'est la capacité du Stade de France, mais il était plein. 80-90 000 personnes qui te regardent et qui t'applaudissent. Mm. Toi et toutes les délégations des autres sports et du monde entier. Donc, ouais, franchement, c'est un beau truc à vivre quand même. Ok. Ok. Merci pour ce partage des JO. Euh, Comment toi tu envisages la suite de ta carrière, du coup, pas des prochaines échéances? Bah, j'imagine peut-être que le Los Angeles 2028 sont dans ta ligne de mire, non? Peut-être? Ouais, ouais, forcément, forcément. Je suis jeune, hein, j'ai encore que 21 ans. Donc, Los Angeles en 2028, j'aurai que 24 ans. Et Brisbane.
en 32. 2032, 32, ouais. Ouais. C'est mes deux prochains gros objectifs. On va essayer, on va retourner, on va faire tout ce qu'on a fait, mais en mieux. Enfin, on va essayer, du moins. Mhm. Et on va essayer de prendre la revanche sur Paris, hein. Maintenant, j'ai eu cette expérience olympique, donc je vais corriger ce qui aurait pu mieux faire. Je vais essayer de pas refaire les mêmes erreurs. Donc, ouais, ouais, non, non, j'envisage fortement, fortement, ouais, la suite de ma carrière, c'est vraiment le fil conducteur de ma carrière. Après, il y a quand même d'autres échéances entre-temps. Il y a des championnats du monde à la fin de l'année, les championnats d'Europe Mhm. l'année prochaine, etc. Mhm. Mais ça, ça, c'est des objectifs intermédiaires. Ça reste des gros objectifs, mais ouais, le gros, gros objectif, c'est les Jeux dans 3 ans maintenant. Yeah. Donc, ça passe vite. C'est ça, exactement. Parfait. Ben, en tout cas, on te souhaite le meilleur. On espère de voir à la fin de l'année en essayant d'avoir une médaille, voire plus, être champion du monde pour le championnat du monde de taekwondo. Et après, évidemment, avec plaisir qu'on serait là pour te regarder pour 2028 et 2032. On va passer du coup sur les questions personnelles, Soleiman. Euh, Toi, en dehors du taekwondo, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes passions? Ma passion, franchement, c'est mes amis, sortir avec mes amis. Comme on a évoqué au début, franchement, ça a été un gros sacrifice, ça. Malgré le fait que l'INSEP, ça reste assez proche de mon domicile, une demi-heure, une heure, mais c'est un gros sacrifice. J'adore passer du temps avec mes amis pour faire encore du sport, du foot, etc. Et j'aime beaucoup le foot, beaucoup, beaucoup le foot. D'ailleurs, je suis supporter du PSG, on peut voir Ouais, l'écharpe ouais, derrière. on va derrière. Mais ouais, là, cette année, je suis allé beaucoup de fois au Parc des Princes. Voilà, c'est ça mes plaisirs. Des fois, quand dans la semaine, j'ai le temps avec un autre collègue de l'INSEP, Nathan Jules, on va souvent au Parc des Princes avec les ultras, on s'amuse, etc. Mais ouais, voilà, c'est ça qui me fait vibrer, le sport, le foot, voilà, tout, aussi toujours le sport et après d'autres passions un peu plus dangereuses qui collent pas trop avec le sport, la moto, etc. Mais bon, c'est pas des choses pour le moment. Ça colle pas trop avec Ok. le sport. Ok. Je vois que tu es quand même assez actif sur les réseaux, Instagram. TikTok, tu étais beaucoup, un peu moins, mais je pense que tu vas reprendre. Quel lien tu veux créer, toi, avec ceux qui te suivent, tes followers? Quel lien je veux créer? Au début, quand j'ai commencé à poster, etc., c'était juste pour partager, etc. C'était vraiment histoire de le faire. Mais j'ai vu quoi, tu pouvais créer un lien avec des gens qui te suivent vraiment. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup partager ce que je fais, etc. Parce que quand j'étais jeune, enfin, j'aimais bien voir. Pas forcément parce que j'étais fan des gens, mais parce que je les admirais pour ce qu'ils faisaient. Et franchement, j'appréciais ce qu'ils faisaient et parce que ça m'intéressait tout simplement. Quand je voyais les anciens champions, bon, à l'époque, il y avait moins de réseaux. Il y a 5 10 ans, il y avait beaucoup moins, c'était beaucoup moins développé, mais le peu qui est développé sur YouTube, Instagram, etc., ben, je kiffais regarder on va dire un peu les coulisses d'un sportif de haut niveau, etc. Donc, j'essaie de le partager pour, pour partager ma vie, etc. Et c'est que ça peut créer un lien, etc. Donc, si ça peut créer un lien avec des gens qui pourront me soutenir, etc., aux futures compétitions, et que ça permet, en plus de développer mon sport, le taekwondo, donc franchement, c'est que du plus. Ouais, du coup, qu'est-ce que t'aimerais transmettre aux jeunes athlètes qui veulent suivre ton chemin actuel? Si je voudrais transmettre, d'abord, faut qu'ils sachent que c'est pour arriver à un haut niveau. Moi, je suis arrivé nulle part encore, ok, j'ai fait les jeux, etc., mais je suis arrivé nulle part. Mais s'ils veulent acquérir un bon niveau, être athlète de haut niveau, rentrer dans le monde du haut niveau, c'est un chemin qui est dur, qui est long. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire en 1 an ou 2 ans. Franchement, ce rêve olympique, je l'ai commencé jeune, comme j'ai dit, en 2016, 2017. Enfin, plus en 2017, quand j'ai vu, etc., quand j'ai vu que je commençais à performer. Et Grave, il m'en a très vite parlé. Enfin, il nous en a très vite parlé avec le groupe qu'on était, moi, Altea, Chérian, au club. Il nous en a très vite parlé de Tokyo et de Paris. C'est un rêve qui est long. Et il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a des années où j'étais pas sélectionné en équipe de France. Il y a une année, j'ai perdu, j'ai pas été sélectionné. Voilà, c'est pas pour autant que 5 ans après, je suis pas allé au JO. Hmm. Mais une carrière, c'est que des hauts, que des bas. C'est que ça. Tu peux pas être régulier pendant 5 6 ans d'affilée. Donc, faut être prêt à ça. Faut être prêt à faire des sacrifices. Pas tout lâcher bêtement non plus. Faut pas arrêter l'école au lycée en se disant je vais aller au JO. Non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, on n'est pas un sport professionnel, donc c'est pas parce que tu vas devenir champion de France ou champion d'Europe que tu vas être millionnaire et que tu pourras arrêter l'école et
T'auras plus à travailler toute ta vie, malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc, faut toujours garder une sécurité sur le côté. Euh, Personnellement, j'ai fait le sacrifice d'arrêter l'école à la fac. J'étais déjà à la fac, j'ai arrêté juste avant les JO pour me concentrer pleinement aux JO parce que je voyais que j'avais la possibilité d'aller aux JO. C'est un risque que j'ai pris, ça aurait très bien pu ne pas payer, je me serais retrouvé sans JO, sans diplôme, et après j'aurais dû recommencer, etc. Mm. Mais prendre des risques, mais mesurer quand même, ne pas tout lâcher bêtement. Et mais par contre, si si on fait des sacrifices, faut les faire sérieusement. Il faut être prêt à après assumer les conséquences. Quand je parle d'assumer les conséquences, c'est à l'entraînement, vraiment se donner à fond parce que faire des sacrifices, par exemple, quitter son chez soi, aller à l'INSEP ou aller au pôle, etc. Ou même changer de club pour aller dans un club plus performant, ce genre de choses. Arrêter l'école, ça c'est facile à faire. Mm. Et tu changes de ville, t'arrêtes l'école, c'est facile à faire. En vrai, c'est bien, enfin, souvent les jeunes, ils aiment bien arrêter l'école. Tu vas pas à l'école, t'es tranquille. Mais après, faut assumer derrière. Mm. Entraînement, faut assumer, faut se donner comme quelqu'un qui a fait des sacrifices. Quelqu'un qui a pas fait de sacrifice, il peut moins se donner à l'entraînement. Parce que dans tous les cas, son à côté, son école, son diplôme, il l'a. Mm. Quand t'as fait des sacrifices, t'es obligé de donner deux fois plus. Sinon, tu te respectes pas toi-même parce que t'as fait des sacrifices, donc tu respectes pas les sacrifices que t'as fait, tu respectes pas les sacrifices qu'ont fait tes parents. Parce que, en général, c'est beaucoup les parents qui payent au début pour nos compétitions. Donc, Surtout. ouais, donc faut respecter tout ce qui a été mis autour de toi. Faut respecter toi-même, tes parents, ton club, ta famille, tes amis, tous ceux qui te soutiennent. Donc, voilà. Et, écoute, bah, super, en tout cas, ce mot que tu as en emploies, le respect de toutes les personnes qui t'entourent pour aller plus loin. Et sont la famille, les amis, etc. C'est compliqué. Euh, Quelle est la chose, Suleiman, qui t'apporte le plus de bonheur au quotidien en dehors de ta carrière de sportif? En dehors de ma carrière sportive, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce qui m'apporte le plus de bonheur. Mm. Franchement, c'est de passer du temps avec ma famille, parce que même si j'habite à côté, je les vois pas toute la semaine. Quand je rentre chez moi le week-end, je suis content. Mm. Parce que quand j'étais petit, bah, j'étais tout le temps chez moi, mais forcément là maintenant j'y suis plus. C'est de, d'essayer de rattraper le temps avec lequel je suis pas avec eux durant la semaine, le week-end. Donc sortir, passer du temps avec eux. Moi là en vacances c'est compliqué parce que j'ai jamais les mêmes vacances qu'eux, mais Mm. ouais, c'est passer du temps avec eux. Essayer de retrouver une vie normale entre guillemets le week-end. Même si en vrai ma vie elle est normale, mais moi elle est un peu anormale. Je passe ma vie à m'entraîner 2 fois par jour. En vrai de vrai, faut être fou pour faire ça. Mais ouais, le week-end, retrouver une vie normale. Je reste chez moi, je fais rien de spécial, je suis avec ma famille, on fait des activités. Comme un, j'allais dire comme un ado, non. Ça, je suis adulte maintenant, mais comme un jeune homme normal. Comme un jeune homme normal, ouais. D'accord. Si tu pouvais parler au Suleiman de 10 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui? Suleiman dans 10 ans ou il y a 10 ans? D'il y a 10 ans, quand tu avais 10 ans. Il y a 10 ans. Mm. Je lui dirais que c'est bien ce que t'as fait, franchement, c'est pas trop mal. Et que t'as eu raison de faire tout ce que t'as fait, que tu t'es entouré des bonnes personnes, que t'as fait les bons choix, à peu près. Mais non, ouais, non, que t'as raison de faire et que tu peux être fier de ce que t'as accompli. Tu peux être fier de ce que t'as accompli, que t'as, hormis le côté sportif, humainement, t'as réussi à rester quelqu'un de bien. Le sport, ça t'a pas trop changé. Et puis d'être fier de tout ce que t'as apporté aux plus jeunes, parce que je l'ai vu durant les JO. Euh, enfin, c'est surtout durant les JO que j'ai vu l'impact qu'on pouvait avoir des fois. Les jeunes des fois, ils sont, enfin, même en leur parlant pas, etc., juste en voyant ce que tu fais, ça les inspire et ça leur transmet beaucoup de choses. Donc, Ouais, en plus, au niveau des jeunes, c'est vrai que ça, j'ai remarqué, hein, t'as un bel aura au niveau des jeunes. Les jeunes t'aiment bien. Ça, j'ai pu le remarquer au ouais, JO, j'ai pu le remarquer quand t'es venu à Bordeaux, j'ai pu le remarquer parce que ma nièce aussi fait du taekwondo et on parle beaucoup de toi. C'est vrai que t'as un très très bel aura. Ta façon de parler, je pense, etc. Je pense que voilà, il y a quelque chose en toi qui fait que les jeunes t'apprécient vraiment bien. Et c'est vraiment cool. voilà, non, je sais pas pourquoi, mais après, je trouve qu'il y a quelque chose de plus important qu'être un grand champion, c'est être quelqu'un de bien. Mm. Ça, depuis petit, on me l'a appris, que ce soit mes parents ou même mon entraîneur. Gara, depuis petit, il me répète que être un grand champion, c'est bien, mais être quelqu'un de bien, c'est mieux. Je sais pas, 15 fois champion du monde, mais être quelqu'un de pas bien, qui a un mauvais comportement, qui est pas
bien avec les gens, c'est pas ouf. C'est mieux vaut être pas rien, mais avoir beaucoup moins de médailles, mais être quelqu'un de bien, qui a quelque chose à donner aux gens, qui est utile avec les jeunes, etc. Donc c'est quelque chose que je m'efforce à faire et même franchement j'aime bien transmettre aux jeunes. T'as bien vu quand j'ai fait le stage, des Hmm, fois je prends des pauses de 5-10 minutes dans l'entraînement, je leur parle parce que hmm. je veux pas juste leur donner quelque chose et je les laisse avec ça. Je veux qu'ils comprennent et je veux vraiment qu'ils ressortent avec quelque chose de positif derrière. Donc ouais, c'est quelque chose que je me que je me que je m'impose à faire et si ça le fait et si c'est ça qui en ressort, tant mieux. Parfait, parfait. Euh, Quelle personnalité sportive, toi, ou une personne qui est dans le milieu du sport, tu me conseillerais d'inviter pour un prochain épisode dans ce podcast? Ça c'est une bonne question ça. Quelle personnalité? Faut une personnalité raisonnable. On va pas. Peu importe, hein, dis-moi. Quelle personnalité je pourrais vous inviter? Enfin, tu pourrais te conseiller d'inviter. Ouais, un sportif ou un ancien sportif, sportive ou quelqu'un qui est dans le milieu du sport qui pourrait changer, qui pourrait apporter comme toi de la valeur aux auditeurs, auditrices, futurs auditeurs, futures auditrices. Un athlète que moi j'aurais bien aimé échanger avec, c'est Kobe Bryant. Parce que Malheureusement, il est décédé. ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, j'ai des grands noms en tête parce que j'admire leur manière de travailler, etc. Mais comme athlète français, franchement, même international, enfin même d'autres pays, franchement, j'ai pas Mm. d'autres idées là maintenant. Alors, je vais recommencer la question. Toi, des athlètes ou des personnes dans le sport que tu côtoies, qui pourraient apporter quelque chose dans ce podcast. À l'INSEP peut-être ou ailleurs, hein, je sais pas, peu Ouais, importe. ouais, je réfléchis. J'ai un ami, un lutteur ici à l'INSEP, et on a déjà parlé de ce genre de choses, tu vois, c'est des discussions un peu sérieuses, etc. Mm. Et c'est vrai qu'il a une manière de voir le sport qui est pas différente de la mienne, mais encore encore plus encore plus impliquée que la mienne, je D'accord, dirais. Il s'appelle Rakim Magomedov. d'accord, Bon, c'est un Tchétchène, et ouais, bon, il a la mentalité tchétchène, quoi. Il est vraiment pour lui. Enfin, une phrase qu'il m'a dit, il m'a dit, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas le million. d'accord. Je pensais qu'il rigolait, mais non, non, il est vraiment sérieux. Sachant que leur sport, il est à peu près comme le taekwondo, c'est difficile de gagner comme des millions, Mm, mais ouais, il a une mentalité et même à l'entraînement, je le vois, etc. Et même dans ses résultats, il est double champion du monde U20 et U23. mm. Il rentre en senior, il est déjà médaillé. Enfin bref, c'est un monstre. C'est un monstre. Que ça soit dans la tête ou physiquement, hein. Parce que bon, Mm. il fait 1m75 pour 90 kilos, 92 kilos, donc c'est un beau bébé. Mais Mm. ouais, là, bah, voilà, c'est un truc qui me vient Ok, en tête quand j'ai parlé avec lui, je me suis dit, ah ouais, il a vraiment la dalle, en fait. ok, parfait. Bon, ce serait pas mal du coup d'échanger avec lui. Euh, on peut te suivre où du coup? C'est sur quoi on peut te contacter, te voir? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est souleyman.alsp. Et après, il y a LinkedIn pour le côté un peu plus pro, pour les mécènes, les sponsors, ce genre de choses. C'est plus LinkedIn, Souleyman Alaphilippe. Voilà, c'est sur ces réseaux-là qu'on peut me suivre. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai les liens de tes réseaux hein, sur la description de cet épisode. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Suleiman, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices, les athlètes, etc. Un mot de la fin, si vous êtes athlète, faut croire en ses rêves, croyez en vos rêves, même si vous êtes jeune, ça peut paraître lointain, ça peut paraître fou. Euh, dans tous les cas, vos objectifs, ils sont fous. Faut être fou pour réussir. En vrai de vrai, pour aller au JO, pour aller au championnat du monde, pour être en équipe de France, faut être fou. Si t'es pas fou dans ta tête, et t'es pas, quand je dis fou, c'est fou au travail, faut pas écouter l'avis des gens. Oui, les gens normaux, ils vont te dire que t'es fou de t'entraîner 2 fois par jour, d'aller faire une séance de muscu après l'école, alors qu'eux, ils vont juste faire leurs devoirs et après, ils vont jouer à la play. Toi, tu vas faire ta séance de muscu, tu fais tes devoirs et après, si t'as pas, tu joues à la play. Donc voilà, ce genre de choses, faut être fou. Faut pas écouter les gens. Faut écouter les gens qui veulent le bien pour toi. Faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Si j'ai un mot à transmettre aux athlètes qui nous écoutent, ben c'est ça, ouais. Croyez en vos rêves et voilà.
Parfait. Ben, c'est une très très bonne conclusion en tout cas, Suleiman. Ben, écoute, merci à toi, Suleiman, pour ton temps, ton Ben, merci à toi pour authenticité. l'invitation. C'était cool. Ben, c'était cool aussi de te recevoir. Et moi et tout le monde qui nous écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. On espère vraiment que tu vas pouvoir à nouveau briller parce que je sais que tu t'es blessé récemment Ouais. au dernier Open et qu'on Moi, espère j'ai Ouais. repris hier. J'ai T'as repris. repris hier, ça y est? Ouais, j'ai repris Ok. hier. Ok, Tout parfait. doucement, mais j'ai repris. J'espère du coup que tu vas pouvoir briller sur la scène nationale, internationale, et qu'on te verra du coup bah, en 2028 évidemment pour les JO avec évidemment une médaille, mais aussi bientôt le championnat du monde. Écoutez, voilà, ben merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés, à Suleiman, et je vous dis à très bientôt pour un autre nouvel épisode de La Pause Sportive. Salut, au revoir. Merci d'avoir pris cette pause avec moi. Restez fort, restez focus, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Free audio post production by alphonic.com.